Alors, tu décides de let them. Et tu arrêtes de t'accrocher, d'espérer, de manœuvrer pour que tout aille bien. Je vais simplement laisser cette personne être qui elle est et qui elle n'est pas en me rappelant que je ne suis pas sa mère. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si les champignons étaient bien plus que de simples habitants de nos forêts ? Utilisés depuis des millénaires en médecine chinoise, ils sont aujourd'hui redécouverts pour leurs vertus incroyables, car capables de soigner, de régénérer et d'apaiser. Alors j'ai testé et j'ai été vraiment conquise par ceux de French Mush, l'expert français des champignons médicinaux. Leur promesse, des compléments alimentaires à base d'extraits de champignons bio, traçables, cultivés en France et en Europe. J'ai été séduite par la boisson Boost et je l'ai tout de suite adoptée. Je commence aussi une cure avec leur complexe de 5 champignons pour profiter de leurs nombreux bénéfices cet hiver. Concentration, énergie, sommeil, immunité, peau, à chaque besoin sont champignons. Et avec le code Métamorphose, bénéficiez de moins 10% cumulable avec leur offre Black Friday sur le site frenchmush.com. Je vous appelle Mush, M-U-S-H. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de réparer, de contrôler, de faire plaisir parce que nous croyons que cela rendra les choses meilleures. Mais en réalité, souvent, cela ne fait que nous épuiser. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle passait son énergie à essayer de plaire ou de contrôler les autres plutôt qu'à vivre sa propre vie, mon invitée a eu un véritable déclic. 2 mots simples ont changé sa vie, puis celle de millions de personnes. Let them, laisse-les. Elle a transformé ces 2 mots, let them, en une méthode simple et efficace pour se libérer du jugement, du stress et du besoin de validation. Mon invitée est une incroyable autrice américaine à succès, conférencière, animatrice de podcasts, spécialiste du changement comportemental. Et elle publie la théorie Let Them en France aux éditions Le Duc et chez Hay House aux États-Unis. Résultat, plus de 7 millions d'exemplaires vendus, numéro 1 du New York Times best-seller et de nombreuses autres distinctions. Je suis absolument ravie d'accueillir Mel Robbins dans Métamorphose. Hi Mel. Hi. Bonjour. Mel Robbins, bonjour. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. Tu sais que le public français est très très heureux de pouvoir t'entendre avec la sortie de ton livre en français. Comme je le disais aussi dans la version anglaise, il y a une VO et une VF de ce podcast. Donc si vous voulez l'écouter dans l'autre langue, pas de problème. Est-ce que tu peux nous montrer la version française du livre ? Of course. Ah, bien sûr. So proud. J'en suis tellement fière. C'est normal. Alors comment tu dis ça en français ? Tu peux nous le dire, la théorie Let Them, la théorie ? La théorie, let them. Oui, c'est parfait. Alors commençons. Si tu veux bien, on va commencer cette interview. Le livre vient tout juste donc de paraître en français. Est-ce que c'est l'une de tes premières interviews pour le public francophone ou est-ce que tu en as déjà fait d'autres ? Yes, you are. You are. Oui, c'est une première. And I'm so Et je suis tellement honorée parce que vous faites partie des podcasteuses les plus reconnues, avec l'une des plus grandes émissions, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Alors félicitations pour tout ce succès et merci pour cette occasion de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Mais tu sais, en Europe, on reste vraiment tout petit à côté de toi, Mel Robbins. Je me sens vraiment toute petite en termes de podcasteuse comparée à ce que tu fais aux États-Unis. Mais tiens, justement, on va parler de comparaison parce que tu... Well, isn't that interesting that you just compared yourself to C'est me? intéressant que tu te sois comparée à moi. Exactement. Enfin, on va pas en parler tout de suite, mais puisque je viens de me comparer à toi, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Alors, commençons. Si tu veux bien, tu dis que la théorie Let Them est la clé qui peut nous rendre notre liberté. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien parler un peu de toi. À quel moment tu as réalisé pour la première fois que tu te sentais pas vraiment libre, que tu étais peut-être un peu en captivité, avant que ces 2 mots, Let Them, laisse-les, n'entrent dans ta vie, Mel Robbins? Oh my God, this is such a great question. Oh mon Dieu, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas compris avant d'avoir 54 ans. Oui, c'est aussi mon âge. Okay, well, so there's hope for all of us. Bon, eh bien, il y a de l'espoir pour nous tous. Je crois que j'ai vécu ma vie un peu à l'envers. Je ne réalisais pas à quel point je me créais du stress, de la frustration, de l'angoisse, de la peine et de la colère inutile. Simplement parce que je vivais en essayant de contrôler des choses
qui, en réalité, était hors de mon contrôle. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans, toi qui regardes ça sur YouTube ou qui nous écoute en ce moment même. Tu vois, quand tu pars au travail, les mains serrées sur le volant et qu'un idiot te coupe la route. Et là, tout à coup, tu sens le stress monter et ça te met de mauvaise humeur. Moi, tout me dérangeait, absolument tout. Et tu sais, la vérité, c'est que la première source de stress dans ta vie, ce sont les autres. Parce que les autres sont vraiment agaçants. Ils marchent lentement, ils parlent fort, ils programment des réunions à 5 heures un vendredi soir, ils conduisent lentement, ils ont des attentes, ils te font culpabiliser, ils ont des opinions. Et je ne réalisais pas qu'il existait une autre manière de vivre sa vie. En réalité, c'est assez simple quand on l'apprend. Tu peux apprendre à ne plus laisser le comportement, les opinions, les attentes et l'humeur des autres occuper ton esprit et te vider lentement de toute ton énergie et de tout ton temps. Et j'ai toujours voulu, Anne, être plus détendue. J'ai toujours voulu réussir à lâcher prise, mais je n'arrivais jamais à appliquer ces théories. Tu vois, si tu es amateur de stoïcisme, si tu as déjà lu La prière de la sérénité, si tu as voulu être plus détaché, plus bouddhiste, plus zen, ce sont des choses qu'on peut lire, oui, mais dans la vie moderne, quand tu es déjà stressé et que tu as tellement de choses à gérer pour simplement passer la journée, c'est très difficile d'appliquer le stoïcisme. Et pour moi, la force de ces deux mots, let them, et aussi de ces deux autres, let me, je ne les ai vraiment compris qu'à 54 ans. Tu sais, ce célèbre proverbe, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Eh bien, pour une raison que j'ignore, à 54 ans, tout ça m'est tombé dessus. Et j'ai eu une immense révélation. Est-ce que tu peux, par exemple, nous donner une illustration concrète? Je pense à ce moment où tu es dans l'avion et qu'il y a une personne qui tousse juste derrière toi. D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a 6 mois, donc je vois très très bien la scène. Je crois que tout le monde a déjà vécu ce genre de situation. Oui, si tu veux te sentir stressé, va dans un aéroport. Et si tu veux vraiment te sentir stressé, prends un vol international. Entre les files d'attente interminables, les prix exorbitants, les retards à cause de la météo, les gens qui essaient d'embarquer 15 bagages à main, ou cette manière qu'ont tous les passagers de se presser devant la porte dès qu'on appelle la première zone, il y a tellement de raisons d'être agacé. J'étais donc dans cet avion et il y avait une personne qui toussait. Pas juste le petit poli, comme vous les Français savez si bien le faire, très distingué, la main devant la bouche. Non, là c'était un vrai Américain, bouche grande ouverte. Et là tu te dis, mais cette personne a grandi dans une grange ou quoi? Pourquoi elle ne met pas la main devant la bouche? J'étais en route pour un événement professionnel et tu sais, je suis payée pour donner des conférences, c'est une partie de mon activité. Je ne peux pas me permettre d'être malade. Et pendant que cette personne faisait son... On connaît tous cette situation. J'ai commencé à sentir de la colère, de la frustration, du jugement, tout ça monter en moi. On vit ce genre de situation tous les jours. Quelqu'un nous dérange. Et le truc, c'est qu'ils s'en fichent complètement. Leur comportement ne les dérange pas. C'est toi qui le dérange. Avant la théorie Let Them, je vais t'expliquer ce que c'est après. Moi, j'aurais laissé cet idiot derrière moi, avec sa toux mal polie, me transformer en tornade. Je me serais retournée. Tu sais, ce moment où on se penche entre les sièges, juste pour lancer ce regard plein d'énergie négative. J'aurais râlé auprès de la personne à côté de moi, ou même appelé le pauvre steward pour en faire son problème. Mais voilà, est-ce que je peux contrôler si quelqu'un tousse? Non. Est-ce que cette personne devrait se couvrir la bouche? Oui. Est-ce que je peux me retourner et lui demander poliment de le faire? Oui. Et je l'ai fait.
Et la personne l'a fait une fois, puis a recommencé presque pour me provoquer. Et c'est là que la théorie Let Them entre en jeu. Parce que non, ce n'est pas sympa d'être coincé dans un tube en métal avec une personne impolie qui tousse, bouche grande ouverte. C'est vraiment pas sympa. Mais dans la vie, il n'y a que 3 choses que tu peux contrôler. Ce que tu en penses, et j'avais déjà pensé que cette personne était mal élevée et devait changer de comportement. Ce que tu fais ou ne fais pas, et j'avais déjà demandé gentiment qu'elle couvre sa bouche et elle ne l'a pas fait. Et enfin, la façon dont tu réagis aux émotions réelles que cette situation déclenche. Parce que oui, quand quelqu'un est irrespectueux, c'est normal, c'est sain même de se sentir agacé. Mais voilà où réside le vrai pouvoir. Cette personne qui tousse derrière moi a à ce moment-là un immense pouvoir sur moi parce que je suis stressée, énervée et je pense à elle. Alors qu'elle ne pense même pas à moi. Et à qui revient la responsabilité de ne pas tomber malade? À moi. Et d'ailleurs, en anglais, responsibility, si on le décompose, c'est the ability to respond, la capacité à répondre, à choisir sa réaction. Et cette capacité, dans n'importe quelle situation, reste toujours sous mon contrôle. Alors je me suis dit, ok, puisque je ne peux pas changer cette personne, je peux au moins choisir si je la laisse occuper de la place ici, dans ma tête, si je la laisse me stresser ou me faire perdre du temps. Alors j'ai simplement fouillé dans mon sac, j'avais pas de masque, alors j'ai pris une écharpe et je me la suis mise devant la bouche. Et si tu regardes la vidéo sur YouTube, tu peux me voir faire ce geste. Oui, on te voit. Et immédiatement, j'ai arrêté de penser à cette personne parce que je contrôle la façon dont je réagis. Et c'est ça, la théorie Let Them. Vous n'avez même pas besoin d'acheter le livre. On va tout vous expliquer simplement ici. Il suffit d'écouter ce podcast ou de regarder cette vidéo sur YouTube. La théorie Let Them est très simple. La manière la plus rapide de retrouver plus de paix et de pouvoir dans sa vie, c'est d'arrêter d'essayer de contrôler les autres. Arrêtez d'essayer de contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils croient, ce qu'ils attendent de vous. Laissez-les. Laissez les gens être qui ils sont. Laissez-les être qui ils ne sont pas. Et récupérez tout ce temps et toute cette énergie que vous gaspillez d'habitude parce que les autres vous énervent, pour ensuite dire « Laissez-moi. Laissez-moi choisir comment je vais réagir à ça. » Et il y aura des jours, Anne, et c'est ce que j'aime dans cette théorie, il y aura des jours où tu vas te lever de ton siège, aller voir le steward et lui dire « J'ai vraiment besoin d'aide là. Cet homme est vraiment malade, est-ce que vous pouvez lui donner un masque ou lui demander d'en porter un ?» Et tu pourras choisir cette réaction-là. Mais ce jour-là, je n'avais pas l'énergie. Alors j'ai choisi l'espace que j'allais laisser à cette situation. Et pour moi, c'est un outil qui change la vie. Parce que si tu as déjà lu « Découvrir un sens à sa vie », de Viktor Frankl, l'un des grands enseignements de ce livre, c'est qu'on ne peut pas contrôler les choses terribles qui arrivent dehors. Ton pouvoir réside dans la façon dont tu y réponds. C'est une idée intellectuelle, une vérité sur la condition humaine. Mais c'est très difficile à appliquer quand tu ouvres le journal et que les gros titres sont terrifiants. C'est très difficile d'appliquer la prière de la sérénité quand l'intelligence artificielle vient prendre ton travail. C'est très difficile de rester détaché et zen quand le coût de la vie est si élevé et que tu te demandes comment tu vas payer tes factures. Ou bien vos enfants ont des problèmes. Ou alors vos enfants ont des problèmes et leurs problèmes vous rendent nerveux. C'est mon cas en ce moment. Mon fils fait face à une difficulté très courante à l'université. C'est un garçon sociable et pourtant qui n'a pas encore trouvé son groupe. Il se sent terriblement seul. Et en tant que mère, je suis très inquiète, même si je sais que c'est une expérience normale de la vie. On passe tous par là, à différentes étapes. Il est capable de s'en sortir et il doit le faire. Mais la théorie Let Them m'aide à vraiment comprendre ce qui lui appartient de traverser, laisse-le, et ce qui m'appartient à moi de traverser, laisse-moi. Laisse-moi être présente d'une manière où je ne cherche pas à réparer les choses, ni à le couver.
Laisse-moi être présente d'une manière où je lui rappelle que je suis là, que c'est normal et qu'il a en lui la capacité d'aller bien, quoi qu'il arrive, et qu'il finira par trouver sa voie. L'ancienne moi, Anne, aurait pris la voiture pour aller jusqu'à l'université. Je l'aurais ramenée à la maison, j'aurais appelé tous les jours. Mais ça ne l'aurait pas aidé. Oui, je pense que j'aurais essayé de trouver un ami d'un ami qui pourrait être avec lui, etc. Eh oui, exactement. Oui, moi je le fais évidemment, hein, tout le monde le fait. Oui. Bien sûr, oui. Et vouloir que quelqu'un aille mieux, c'est une belle chose. Aimer quelqu'un et s'inquiéter pour lui, c'est une belle chose. Vouloir que les gens réussissent, qu'ils soient heureux, qu'ils atteignent leur potentiel. Mon Dieu, c'est merveilleux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on veut ces choses-là, mais qu'ensuite on essaie de contrôler les autres, de les changer. Et ce que j'ai appris à la dure, c'est que chaque fois qu'on essaie de changer quelqu'un, on ne le motive pas à changer. En réalité, on crée encore plus de résistance au changement. Alors peut-être, Mel Robbins, avant d'en venir là, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi on essaie tout le temps, finalement, de contrôler la vie des autres. Certains profils peut-être le font plus que d'autres. Peut-être que les mères, par exemple, ont encore plus tendance à le faire, je ne sais pas. Eh bien, vous savez, je pense que les mères peuvent être un peu plus dans le contrôle, oui. Mais j'ai trouvé des recherches vraiment intéressantes. En construisant les fondements de cette théorie, on a échangé avec 57 experts de renommée mondiale. Il y a d'ailleurs 18 pages de bibliographie dans le livre. Et l'une des choses que j'ai apprises vient d'un expert vraiment fascinant. Si vous ne l'avez pas encore reçu dans votre émission, votre public l'adorerait. Il s'appelle le Dr K et il est connu en ligne sous le nom de Healthy Gamer. C'est un psychiatre formé à Harvard, spécialisé dans l'addiction aux jeux vidéo et dans la reprogrammation du circuit de la motivation. Voilà ce qu'il m'a expliqué. Et quand vous allez l'entendre, ça va vous sembler évident. Chaque être humain a un besoin fondamental de se sentir en contrôle. Ce besoin ne disparaît jamais. Il fait partie de notre instinct de survie. Et si vous pensez à votre propre expérience, imaginez une journée où vous vous réveillez terrifié à l'idée de ce qui va se passer au travail. Puis vous lisez les gros titres et vous avez l'impression que le monde tourne à l'envers. Ensuite, vous recevez un message d'un ami qui dit « il faut qu'on parle ». Et vous commencez à vous inquiéter. Et là, votre mère vous appelle pour dire « il y a un souci avec ton père, rappelle-moi. On a reçu les résultats de ses examens ». Ce matin-là, tout ça en même temps, ça vous donne soudain l'impression qu'une catastrophe arrive et que vous perdez le contrôle. Maintenant, pensez à un matin où vous vous réveillez en sachant que la journée va bien se passer au travail, vous allez voir un ami après, que vous avez vérifié votre compte en banque et que tout va bien. Le simple fait de sentir que vous savez comment les choses vont se dérouler vous apaise, vous rassure. Quand vous commencez à avoir l'impression de ne plus savoir ce qui va arriver, votre besoin fondamental de reprendre le contrôle se déclenche. Et l'erreur qu'on fait, Anne, c'est que quand on se sent dépassé, on essaie souvent de reprendre le contrôle en changeant quelqu'un d'autre. On appelle tout de suite sa mère. Qu'est-ce qui se passe avec papa? On se crispe sur le trajet du travail en espérant que les choses seront différentes. On essaie de motiver nos enfants quand ils ne le sont pas. On les pousse parce que leur manque de motivation à l'école nous donne l'impression de perdre le contrôle. Alors que la réponse, c'est de dire « let them », laisse-les. Parce que quand on se dit « laisse-les », on ne leur permet pas d'échouer, on ne permet pas à quelqu'un d'être irrespectueux, on ne laisse pas faire quelque chose de mal. On reconnaît simplement que le comportement de quelqu'un d'autre est en train de nous stresser et qu'on doit relâcher ça. Et il y a une règle fondamentale, vous ne pouvez pas changer quelqu'un d'autre. Les gens ne changent que quand ils sont prêts à changer pour eux-mêmes. Oui, et c'est aussi vraiment le cœur de ton livre. Mais avant d'en venir là, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le je m'en fiche un peu des autres, voilà, je ne fais pas attention aux autres, et le let them, laisse-les. On va aussi parler du concept de let me, laisse-moi, parce que tu en as parlé tout à l'heure sans forcément expliquer ce que c'est. En fait, ce sont les deux faces, on peut dire, d'une même pièce, d'une même idée. Oui. Donc, la théorie Let Them, ce sont 4 mots que vous utilisez. Et la première étape,
c'est de dire « let them ». À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, voici comment vous l'utilisez. C'est tout ce que vous devez savoir. La prochaine fois que vous vous sentez stressé, inquiet, frustré, contrarié, triste, peu importe, dites simplement « let them ». C'est tout. « Let them » est une frontière entre vous et le reste du monde, entre vous et les autres. Cela vous aide à vous séparer du monde extérieur et de ce que vous laissez réellement entrer ici, dans votre esprit et dans votre corps. Et quand vous dites « let them », vous n'êtes pas en train de permettre aux gens de vous manquer de respect. Vous n'êtes pas en train d'accepter qu'on vous traite mal, qu'on vous marche dessus ou qu'on vous mette de côté. Vous reconnaissez simplement que vous êtes dans une situation où quelqu'un fait quelque chose et que vous devez les laisser faire parce que c'est déjà arrivé. Et quand vous dites « let them », vous envoyez à vous-même le signal suivant. Je reconnais que je suis dans une situation où quelque chose est en train de se produire et que cela me dérange. Mais essayer de le contrôler ne fera que me faire sentir encore plus hors de contrôle. Quand je dis « let them », je ne dis pas que je m'en fiche. Je ne dis pas « tu peux me maltraiter ». Je reconnais simplement que cette personne est comme elle est et que son comportement me montre la vérité sur ce qu'elle ressent à mon égard. Alors parlons d'une situation, Anne, où quelqu'un vous manque de respect. Peut-être que c'est votre patron au travail. Peut-être que vous sortez avec quelqu'un qui ne veut pas mettre d'étiquette sur la relation. Quand vous dites « let them », vous ne permettez pas à votre patron de vous manquer de respect. Et il est déjà en train de le faire. Dire « let them » vous force à reconnaître que votre patron vous manque de respect. Quand vous dites « let them », vous ne permettez pas à la personne avec qui vous sortez de vous utiliser ou de vous marcher dessus. Non, vous reconnaissez simplement que c'est déjà le cas. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle ne veut pas mettre d'étiquette. Elle aime coucher avec vous, mais ne veut pas être en couple avec vous. Et donc, quand vous dites « let them », vous vous forcez à reconnaître que c'est ainsi que cette personne est. Au lieu de vous embrouiller l'esprit et essayer de justifier un comportement pourtant très clair, dites-vous « laisse-les me traiter comme ils me traitent ». Et maintenant, passons à l'étape 2, « let me ». Laisse-moi me demander, est-ce qu'un traitement comme celui-ci de la part d'un patron correspond à ce que je veux dans un travail? Peut-être que j'ai besoin de ce poste le temps d'en trouver un autre. Mais je ne vais pas me mentir en croyant qu'il n'y a pas d'autres options. Bien sûr qu'il y en a. Si vous prenez tout le temps et l'énergie que vous perdez parce que votre patron vous épuise et que vous commencez à dire « let him », mon patron est toujours de mauvaise humeur et il ne me reconnaît jamais, « let him », laisse-le, laisse-le, parce que j'ai besoin de vivre dans la réalité au lieu de le laisser me vider de mon énergie. Et ensuite « let me ». Laisse-moi arrêter de me plaindre. Laisse-moi regarder la situation telle qu'elle est. Laisse-moi passer mon week-end à retravailler mon CV. Laisse-moi me remettre à niveau sur mes compétences en IA. Avec l'exemple du couple, Anne. D'accord, laisse-les ne pas vouloir mettre d'étiquette, laisse-les ne pas vouloir être exclusifs, laisse-les ne pas vouloir emménager ensemble, peu importe. Laisse-les ne pas vouloir se marier. Maintenant, laisse-moi me demander, est-ce que c'est attirant? Est-ce que ces miettes, c'est vraiment le repas que je recherche? Parce que plus je passe de temps avec cette personne médiocre à justifier son comportement, plus je retarde le moment où je rencontrerai quelqu'un qui mérite mon temps. Et ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que « let them » vous empêche de rester dans des situations ou des relations simplement parce que vous continuez d'espérer que quelqu'un va changer. Et cela vous force à voir la réalité de là où vous en êtes. Let me vous aide à reprendre votre pouvoir et vous rappelle qu'avec votre attitude et vos actions, vous pouvez absolument tout changer avec le temps. Alors, est-ce que ça prend finalement du temps? Est-ce que c'est simplement une décision à prendre du type « Ok, maintenant, en fait, je vais commencer à appliquer la théorie Let Them de Mel Robbins et ça va fonctionner » ou bien le cerveau met un peu de temps et dans le cerveau, il y a une habitude à mettre en place sur le long terme? En fait, je pense que ça marche très vite et je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas idée du temps et de l'énergie que vous perdez à cause de l'opinion des autres. Vous ne vous rendez pas compte à quel point chaque jour, vous avancez dans votre vie en fonction de l'humeur des autres, de leurs attentes ou de votre peur de ce qui pourrait arriver. Et la raison pour laquelle nous, les femmes en particulier, n'avons plus une minute à nous à la fin de la journée,
et que nous sommes épuisés, c'est parce que nous avons placé le bonheur, les humeurs et les opinions des autres avant les nôtres. Et cette méthode agit immédiatement parce qu'elle vous apprend tout de suite à vous protéger à la fois du stress que les autres vous causent et de votre besoin de leur plaire ou de votre besoin d'être aimé d'eux. Et quand vous commencez à dire « let them », il se peut que, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, vous ayez l'impression pour la première fois de votre vie de respirer enfin. Parce que j'ai souvent dit, Anne, des phrases comme « oh, je me fiche de ce que les autres pensent ». Et puis quelques minutes après, je me surprenais à me dire « je me demande ce qu'Anne a pensé de moi ». C'est facile de dire qu'on s'en fiche, mais dans les faits, on ne s'en fiche pas. On n'arrête pas d'y penser. Il y a d'ailleurs une autre histoire dans le livre. Peu après avoir découvert Let Them et Let Me, j'ai vu sur les réseaux un groupe d'amis partir ensemble en week-end entre filles. Vous savez, je voyais les photos de groupe défiler et je me suis sentie comme la seule idiote à ne pas avoir été invitée. Et c'est facile de se dire Let Them, qu'elles partent sans moi. Et là, on se sent un peu mieux. Mais ensuite, on s'assoit avec soi-même et on se dit, bon, c'est vrai que ça fait un peu mal de voir mes amis partir sans moi. Mais je ne peux pas les changer, elles sont déjà parties. Donc je ne peux pas contrôler ça. Let me, laisse-moi maintenant m'arrêter et me demander, est-ce que l'amitié c'est important pour moi? Est-ce que je fais des efforts? Quand est-ce que j'ai proposé à l'une d'elles d'aller boire un café pour la dernière fois? Quand est-ce que j'ai invité quelqu'un chez moi? Quand est-ce que j'ai pris le téléphone pour appeler l'une d'elles, juste pour prendre des nouvelles? Et si je ne fais pas d'efforts, alors que j'en suis parfaitement capable, pourquoi est-ce que je m'attendrais à être invitée? Et pourquoi est-ce que je ferais d'elle les méchantes si moi-même je ne fais pas ma part? Oui, c'est ça. En fait, depuis que j'ai commencé à appliquer la théorie Let Them moi-même, je la pratique toute la journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris le train et je pensais à toi parce que je préparais l'interview et je me disais... est-ce que toi tu continues à l'appliquer consciemment ou est-ce que maintenant c'est devenu un peu automatique dans ton cerveau, c'est-à-dire que le cerveau voit la situation et il réagit sans même avoir besoin de se dire let them? C'est une excellente question. En fait, tout dépend de ton niveau de stress, de fatigue ou même de faim. Et quand je suis vraiment stressée ou épuisée, si quelqu'un fait quelque chose qui me blesse, les émotions remontent, évidemment. Et je dis encore, let them. Mais ce que je peux te dire, c'est que plus tu te répètes intérieurement, let them, plus tu honores et protèges ton énergie, ton calme et ton temps. Et ça veut dire que tu leur donnes de la valeur. Et peu à peu, tu réinitialises ta réponse interne au stress d'une manière vraiment belle. Parce que dans la vie moderne, les gros titres anxiogènes, les notifications Slack, les emails, les visios, le stress des autres, tes enfants de mauvaise humeur, tu réalises que tu ne peux rien éviter de tout ça. La vie moderne, parfois, c'est comme mourir à petit feu. Let them m'a appris à protéger et à valoriser mon temps, mon stress et mon énergie. Ça m'a appris à protéger mon espace mental. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de messages d'enseignants, Anne, et j'adore ça. Ils m'ont dit que cette approche les aide énormément à gérer le stress de leur métier. Parce que le stress d'un enseignant ou d'un infirmier, ce ne sont pas vraiment les élèves ou les patients. Ce sont les parents, les familles, ou encore l'administration avec qui ils doivent composer. Et on ne peut pas éviter les situations où quelqu'un crie, ou les journées qui tournent mal. Mais on peut apprendre à décider combien d'espace on laisse à tout ça ici, dans sa tête. On peut s'apprendre à ne plus se laisser ébranler. Et quand tu commences à développer cette capacité, c'est fou à quel point tu te sens puissante. Oui, d'ailleurs, dans le livre, il y a des photos de personnes qui ont tatoué Let Them sur leur peau. J'ai trouvé ça quand même assez amusant. Mais alors, parlons de cette partie vraiment si importante du livre. Nous ne pouvons pas changer les gens. C'est un enseignement très puissant et vraiment si inspirant de la théorie. Oui, ça a été difficile pour moi parce que je crois que la plupart d'entre nous pensent qu'aimer quelqu'un,
c'est le prendre en charge. Qu'aimer quelqu'un, c'est se dire « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Et j'ai clairement été coupable de ça. Du genre, si seulement mon mari Chris faisait ceci, si seulement mon fils était un peu plus motivé, si seulement notre fille Kendall était un peu plus responsable avec son argent. Si seulement. On a tous des opinions sur tout le monde, mais la science est très claire. Et c'est pour ça que je te recommanderais vraiment de parler avec le Dr K. Yeah. Changer, ça demande énormément d'efforts. Il faut faire quelque chose de vraiment difficile, et pas juste une fois. Prenons un exemple concret. Perdre, disons, je ne sais pas, 10 kilos? Oui, comment vous dites en France déjà? C'est quoi l'unité? Des kilos. Ok, disons que tu veux perdre un peu de poids. Le genre de poids qu'on pourrait perdre en quelques mois. Tu sais à quel point c'est difficile de perdre du poids? À quel point c'est dur de se lever tous les jours et de se motiver à faire du sport? À quel point c'est difficile de ne pas manger le croissant chaque matin, de ne pas craquer? Ou alors, moi c'est mon cas, je suis super disciplinée toute la journée et puis le soir, bam, un verre de vin rouge. Et là c'est fini, ensuite ça part sur un gâteau au chocolat. Donc, si c'était facile de changer, tout le monde le ferait. Pour qu'une personne change, elle doit être prête à aller à l'encontre du câblage de son propre cerveau. Et le Dr K l'explique très bien dans le livre. Tu devrais vraiment l'inviter dans ton émission. Le cerveau humain peut changer, il y a la neuroplasticité, mais il est programmé pour l'éviter. Je t'explique. Nos cerveaux sont programmés par défaut pour choisir ce qui est le plus facile maintenant. C'est pour ça que ton enfant joue aux jeux vidéo. C'est plus simple que de faire ses devoirs. Ton enfant n'est pas idiot. Il sait bien que pour réussir à l'école, il faut étudier. Mais étudier, c'est difficile. Il faut se forcer à aller vers quelque chose qui demande de l'effort. Et ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on revient instinctivement à ce qui est simple. Et c'est pour ça que parfois tu rentres chez toi en te disant « Ce soir, je vais travailler sur mon livre » ou « Ce soir, je vais enfin faire cet album photo ». Et 3 ou 4 heures plus tard, tu réalises que tu es toujours affalé sur le canapé à regarder la télé ou à scroller sur ton téléphone. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et donc pour changer, un être humain doit être prêt à travailler contre son propre cerveau, à faire ce qui est difficile. Et pour ça, il faut une raison. Or, si tu veux pousser quelqu'un à changer, si tu lui fais des remarques, si tu te disputes ou si tu menaces, genre « je te quitte si tu n'arrêtes pas de fumer », eh bien d'abord, quand tu fais une menace comme ça, c'est parce que toi, sa cigarette te stresse. Et donc, tu veux le contrôler. Mais la personne que tu essaies de contrôler a elle aussi ce besoin fondamental de se sentir en contrôle d'elle-même. Alors au moment où tu lui dis « arrête de fumer », elle te répond « ne me dis pas quoi faire, je vais même en rallumer une autre, tiens, parce que moi, je suis maître de moi-même ». Et donc, pour qu'un changement se produise chez quelqu'un, il ne vient jamais de ton envie de le changer. Le changement vient quand toi, tu changes. Et dans le livre, je détaille les étapes que toutes les personnes les plus brillantes qui étudient ce sujet recommandent. Parce que même si tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer, il existe des façons de changer toi-même qui ont une influence profonde sur l'autre. Au point de lui donner envie de croire que c'est lui qui a décidé de changer. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple de ton ami ou de la personne que tu connaissais, son mari restait affalé sur le canapé toute la journée. Donc pour elle, c'était vraiment compliqué. Et ensuite, donc à partir de cet exemple que tu vas nous expliquer, tu parles de cette partie let me, de la théorie, celle qui nous dit qu'on a le choix. Soit, par exemple, on va rester avec cette personne qui devient un peu insupportable et qui ne change pas, soit la partie let me justement dit ok, je suis libre, en fait je peux partir, je peux faire mon choix propre. L'un des aspects les plus difficiles dans les relations, dans l'histoire dont tu parles, est une histoire très parlante. C'est l'histoire d'une femme, une histoire vraie d'ailleurs, qui aime son mari. Elle l'aime à la folie et il est plutôt en surpoids. Et ça l'inquiète.
Ça l'inquiète parce que c'est un grand gaillard. Elle s'inquiète pour son cœur. Elle s'inquiète qu'il fasse une crise cardiaque. Elle s'inquiète qu'il ne prenne pas soin de lui. Et ils se disputent à ce sujet. Encore et encore. Parce qu'elle s'en fait pour lui. Le problème, c'est qu'ils tournent en rond encore et encore sur le même sujet. Et pendant que je raconte cette histoire, je veux que vous pensiez à quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes coincé dans ce cercle. Vous voulez le meilleur pour lui. Vous l'avez sermonné. Vous avez payé un coach ou un abonnement à la salle de sport. Vous avez essayé de cuisiner plus sainement. Vous avez tenté de faire passer des messages. Vous êtes au restaurant et il commande un deuxième dessert. Et là, vous êtes furieuse. Vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un, que ce soit à cause de sa consommation d'alcool. Moi, j'ai vécu ça avec notre fils Oakley et ses études. Il s'en sortait très mal au lycée. Je l'entendais jouer à Fortnite à l'étage. Et je devenais folle. Je montais les escaliers furieuse, j'ouvrais la porte d'un coup et je disais « Mec, tu dois étudier !» Comme s'il était idiot. Bien sûr qu'il sait qu'il doit étudier. Est-ce que le fait de lui crier dessus le motive? Non. Ça le pousse juste à dire « OK ». Et dès que la porte est refermée, il se plaint auprès de ses amis de combien je suis insupportable. Mais il ne fait toujours pas ce que je lui ai demandé. Il a juste baissé le son pour que je ne l'entende plus. Ces dynamiques de frustration, on les connaît toutes et tous. Votre sœur sort avec quelqu'un que vous ne supportez pas. Plus vous lui dites qu'il n'est pas fait pour elle, plus elle va se rapprocher de lui. C'est normal de vouloir que les gens changent. Mais il faut être plus malin dans la manière de s'y prendre. Parce qu'il faut qu'ils aient l'impression que c'est leur idée. Et voici ce qu'il faut faire. Vous appliquez simplement le let them. Laissez-les faire. Laisse-la sortir avec le loser, laisse-le ne pas étudier, laisse-le rester sur le canapé, grossir et boire trop. Let them, let them, let them. Parce que les forcer à changer ne fonctionne pas. En réalité, cela les éloigne de vous. Alors vous allez adopter une autre approche. Et c'est là qu'intervient le let me, et je veux que vous pensiez à A, B, C. Le A est très simple. C'est la partie let me. Laisse-moi m'excuser. Vous allez voir votre sœur et lui dire « Je suis vraiment désolée, j'ai été très critique envers le gars avec qui tu sors. N'imagine même pas ce que ça doit être de ne pas sentir que sa famille accepte la personne qu'on aime. Je suis désolée pour ça. Je suis désolée aussi d'avoir été sur ton dos pour l'école ou pour ton poids. J'imagine à quel point ça doit être agaçant d'avoir tout le monde qui te juge. Je suis désolée et je te promets que je ne recommencerai pas. » Ensuite, après vous être excusé, vous allez poser une question ouverte. Tu sais, je ne t'ai même jamais demandé comment tu te sens par rapport à ta santé. Comment ça se passe à l'école? Comment tu te sens dans ta relation avec John? Et même si la personne répond par le simple fait de poser la question réveille déjà quelque chose. Parce qu'on oublie que la personne qui travaille le plus dur dans une classe, c'est souvent celle qui échoue. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile de s'asseoir dans une salle de classe sans réussir à faire ce qu'on attend de vous. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile d'être la plus corpulente de ses amis et de savoir qu'on a en silence abandonné. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile d'être en couple avec quelqu'un que toute votre famille déteste. Votre proche sait qu'il n'atteint pas son potentiel. Ce n'est pas un problème de connaissance. Le vrai mot, c'est découragement. Et quand on réalise vraiment que quelqu'un est découragé, bien sûr qu'il veut réussir à l'école, bien sûr qu'il veut se sentir bien dans son corps, bien sûr qu'il veut être en couple avec quelqu'un de génial. Quand vous demandez « Comment tu te sens à ce sujet ?», il peut répondre très bien, mais vous venez de remuer tout ce qu'il garde au fond de lui. Et maintenant vient la lettre B, « Let me back off, laissez-moi prendre du recul ». C'est la partie la plus difficile, Anne. Tu as dit pendant 6 mois. Oh oui, prends du recul. Oui, dans l'exemple que tu donnais précédemment là avec cette dame. Prends du recul, prends du recul, prends du recul. Oui, du recul, oui. Et recentre-toi, laisse-toi te concentrer sur ton propre comportement. Si tu veux que tes enfants soient motivés, lance un grand projet à la maison et laisse-les te voir motivés. Laisse-les te voir peindre une chambre. Laisse-les te voir ranger le garage. Laisse-les te voir t'asseoir et commencer à écrire ton livre. Parce qu'en te voyant travailler tranquillement sur quelque chose, tu leur montres l'exemple. Si tu veux que quelqu'un d'autre se mette à être en meilleure santé,
Ne parle pas de sa santé, toi va à la salle, cuisine bien, dors suffisamment. Parce que pendant qu'ils sont affalés sur le canapé, eux, ils vont commencer à ressentir plus de friction intérieure. Mais toi, tu prends du recul, tu te concentres sur ton comportement. Avec ta sœur, concentre-toi sur ton attitude. Par exemple, « Hey, ramène Johnny à la maison !» Tu verras, elle n'en aura pas envie. Mais tu lui montres simplement « Hey, tu sais, j'ai envie que tu sois là. » Et puis l'étape C, très simple, dès que tu vois un petit signe positif, je ne veux pas que toi, Anne, tu te précipites pour dire « Tu vois, je te l'avais dit ». Non. Ce que tu vas faire, c'est simplement dire « Hey, c'est vraiment chouette de te revoir traîner avec tes copines ». C'est tout. « Hey, j'ai vu que tu as super bien réussi ce test, bravo ». C'est tout. Parce que voilà le truc. Les gens ont besoin d'un peu d'espace vis-à-vis de toi pour sentir qu'ils ont la liberté de faire en sorte que ce soit leur idée. Il n'y a rien de pire que de finalement changer quelque chose et que tout le monde accourt pour dire « Tu vois, je te l'avais dit ». Prendre du recul et laisser quelqu'un arriver à ses propres conclusions sans pointer du doigt, c'est comme ça qu'on crée l'espace pour l'acceptation. C'est comme ça qu'on offre à quelqu'un la piste de décollage pour que le changement soit ressenti comme digne et personnel. Et c'est comme ça qu'on sort du rôle du bulldozer pour entrer dans celui du soutien, celui qui influence le changement positif. Alors, j'imagine déjà les gens se dire ou écrire « Oui, mais avec des adultes, c'est plus facile. Quand ce sont tes enfants, tu as quand même une forme de responsabilité de les faire travailler, de les encadrer, etc. » D'ailleurs, justement, tu as une version de la théorie Let Them pour les parents. Oui, j'adore ça. Et ce n'est même pas de moi. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet parce que j'ai contacté un psychologue pour enfants de l'hôpital Mass General Brigham, le premier centre de recherche médicale au monde. Il dirige depuis 30 ans un institut de recherche avec des enfants qui s'appelle Think Kids. Il a écrit un guide gratuit à télécharger. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'acheter le livre. Il suffit d'aller sur melrobbins.com/parents. Tu pourras mettre le lien dans ton podcast et sur YouTube aussi. C'est un guide de 20 pages que le docteur Stuart Ablon a écrit pour nous. Il a repris les principes de la théorie Let Them. Et si la théorie Let Them fonctionne, c'est parce qu'elle est littéralement une version moderne des lois fondamentales de la nature humaine. Plus on essaie de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, moins on a de contrôle, le stoïcisme, le bouddhisme, l'acceptation radicale, la détermination, la théorie de l'attachement, tout ça résumé en 4 mots. Et le docteur Stuart Ablon appelle ça la méthode parentale With Them. Il y a évidemment des moments où tu dois intervenir. Tu es le parent. Tout ce qui est dangereux, contraire à tes valeurs, autodestructeur ou discriminatoire, là tu interviens, tu fais ton rôle. Mais pour tout le reste, tu veux plutôt prendre du recul, te mettre à côté d'eux, être avec eux. Parce que plus tu peux t'empêcher de foncer tête baissée et de traîner tes enfants derrière toi, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'aurais tellement aimé avoir ça quand mes enfants étaient petits. Plus tu peux simplement les accompagner, même avec un enfant d'école primaire. S'il a un souci avec ses amis à l'école et que tu lui dis « Hé mon grand, qu'est-ce qui se passe ?» et qu'il te répond « Oh, je sais pas, mon copain a dit ça », tu peux répondre « Oh mince, ça doit être dur ». Puis, t'as pensé à ce que tu voudrais faire ? Tes enfants sont intelligents. Ils ont de super idées. Quand tu leur demandes, t'as réfléchi à ce que tu pourrais faire, tu leur donnes la chance d'exprimer leurs idées et leur manière de penser. Ensuite, tu peux dire, et si tu essayais plutôt comme ça? Là, tu leur apprends à réfléchir, mais avec eux, pas à leur place, au lieu de faire ce que je faisais avant. Il t'a dit quoi? Je vais appeler sa mère. Et là, ton enfant te dit, oh mon Dieu, je veux plus rien te dire parce que dès que je parle, tu t'énerves. Alors qu'il voulait juste te dire qu'il était stressé parce que Joey a fait. C'est une façon d'éduquer sans être gouverné par le stress, de guider au lieu de foncer comme un bulldozer. Et c'est un succès incroyable. Il travaille d'ailleurs sur un livre à ce sujet en ce moment parce que je veux vraiment qu'il diffuse cette approche with them. Parce que tu leur montres ainsi, tu vas t'en sortir, je suis à tes côtés. Et tu leur transmets cette capacité à gérer les choses, même celles qui leur paraissent insurmontables, tout en leur disant, je suis là pour t'aider à y arriver. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, Mel Robbins? Quel changement as-tu vu émerger dans ta vie?
Parce que, évidemment, tu connais maintenant très bien la théorie Let Them, tu la pratiques depuis des années, peut-être un peu plus de 5 ans. Quels sont les grands changements que tu as observés, et même avec tes enfants? Oui, tu sais, c'est une très belle question. Pour moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti autant de calme ni de capacité intérieure. Pas d'une manière égotique, mais dans une forme de stabilité tranquille. Ça m'a vraiment aidé à arrêter de me rendre folle et de rendre les autres fous avec toutes ces choses qu'on ne peut pas contrôler et à m'asseoir tranquillement dans ma propre puissance. Parce qu'on a du pouvoir. À travers ton attitude, tes actions, ta bienveillance, ton implication dans ta communauté, ton écoute, ta capacité à rester en lien avec tes valeurs et à vivre en accord avec elles. Tout comme on voit la négativité monter partout dans le monde, il existe une lumière positive qui se répand elle aussi. Et cette théorie m'a aidé à me connecter à cette lumière, à croire en sa force, même quand tout semble accablant. Donc, premièrement, elle m'a permis de trouver un centre intérieur stable et fort, mais sans arrogance ni illusion de tout savoir. Et ça, c'est très puissant. Mais je dirais que le plus grand impact, c'est avec certaines personnes de ma vie que j'aime profondément, mais qui sont extrêmement difficiles. On a tous quelqu'un dans la famille qui sait nous agacer, avec qui on aimerait que ça se passe bien, avec qui on aimerait que tout ne tourne pas toujours autour d'eux. On voudrait que chaque réunion ne finisse pas en dispute. Et tu sais, c'est facile d'écrire sur Internet qu'il faut couper les liens ou cesser de parler à quelqu'un. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre nous ne veulent pas couper avec un membre de leur famille. Ou doivent gérer un ex difficile avec lequel ils ont eu des enfants. Et j'ai trouvé que la théorie du Let Them est l'un des outils les plus puissants qui existent quand tu fais face à quelqu'un qui a un comportement narcissique, qui est très instable ou émotionnellement immature, ou qui lutte contre une dépendance. Parce qu'elle t'oblige à regarder la situation avec une lucidité radicale. Voilà qui est cette personne. Et voilà aussi qui elle n'est pas. Et quand tu arrêtes d'espérer qu'une personne change et que tu te forces à te dire « cette personne a toujours été égoïste, cette personne a toujours été immature, cette personne a toujours eu une part narcissique dans sa manière d'être », alors tu décides de let them. Et tu arrêtes de t'accrocher, d'espérer, de manœuvrer pour que tout aille bien. Je vais simplement laisser cette personne être qui elle est et qui elle n'est pas en me rappelant que je ne suis pas sa mère. Ce n'est pas à moi de gérer ça. Je peux choisir combien de temps et d'énergie j'y consacre. Je peux choisir combien de temps je passe avec cette personne. Je peux choisir si je reste à cette table ou dans cette conversation. Je peux choisir combien d'espace cette personne occupe ici, dans ma tête, et ici, dans mon cœur. Et ça m'a vraiment aidé parfois à prendre de la distance avec des gens qui n'étaient pas bons pour moi. Sans culpabilité, sans remise en question. Et dans d'autres cas, ça m'a aidé à créer un espace d'acceptation. Certaines personnes, tu ne peux pas les aimer au point qu'elles aillent mieux. Et tu t'épuises à espérer que ton amour va finir par élever cette autre personne. Mais cette personne est simplement qui elle est. Alors au lieu de souhaiter et d'espérer qu'elle change, apprends à simplement la laisser être qui elle est. Que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ton enfant adulte ou ton ex, let them être qui ils sont, let them être qui ils ne sont pas. Fais ton deuil de ce que tu dois faire, du fait que cette personne ne pourra peut-être jamais être là comme tu le mérites. Puis choisis
Let me choose. Est-ce que la famille est assez importante pour moi? Est-ce que je veux voir mon père, même si je ne supporte pas ma belle-mère? Est-ce que cette relation compte assez pour que je laisse cette belle-mère être ce qu'elle est et que moi je vienne quand même? Parce que je veux voir mon père. Et ça m'a vraiment aidé à rester stable, calme et émotionnellement claire dans des situations où avant, oh mon Dieu Anne, j'aurais bu comme un trou, j'aurais été sur les nerfs, tendue sur le trajet et j'aurais fini par faire partie du problème moi aussi. Voilà, c'est ça, le plus grand changement que ça a provoqué dans mes relations. Tu parles aussi de ton mari Chris dans le livre. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce changement que tu as opéré reflète en fait dans votre couple, Mel? Vous savez, je n'arrive pas à croire que j'ai passé 27 ans de mariage à juger Chris, à essayer de le changer tout du long. Heureusement, il est assez gentil pour être resté malgré tout ça. Mais je pense que c'est vraiment... Il y a un dicton qui dit que les deuxièmes mariages sont extraordinaires, surtout quand ils se font avec la même personne. Et cela m'a profondément changé. Et parce que j'ai changé, parce que je suis devenue moins stressée, plus dans l'acceptation, moins émotionnellement immature, je vois les émotions arriver. Alors je prends un moment, je les laisse monter, puis je les laisse redescendre. Et j'essaie de ne pas tout déverser sur Chris. Et quand il m'arrive d'avoir ces moments où je suis épuisée et où je lui parle sèchement, je me rattrape très vite. Et donc j'ai changé. Et ce changement a profondément transformé l'énergie entre nous. Il a changé notre capacité à communiquer à un niveau plus profond. J'ai littéralement l'impression d'être dans un autre mariage parce que moi, je suis différente grâce à cette théorie. Oui, je vois. Donc en fait, tu penses que certaines personnes, peut-être même que Chris était déjà dans la théorie du Let Them avant toi, d'une certaine manière? Oui, parce qu'il est bouddhiste. Alors vous imaginez à quel point c'est agaçant d'être marié à un bouddhiste quand on est soi-même une vraie control freak. C'est sans doute pour ça que notre mariage a tenu, parce que Chris allait méditer et faisait « Oh, Mel ». Oui, je vois bien. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle d'amitié ou de relations? On s'approche de la fin de cette émission, Mel Robbins, mais c'est un point important de ton ouvrage. Comme tu veux, vraiment. De quoi penses-tu que ton audience aimerait qu'on parle? Oui, tu parlais d'amitié, d'amour, et ta théorie nous donne aussi des outils pour ça, puisque quand tu as recommencé une nouvelle vie dans une nouvelle ville, tu t'es rendu compte aussi qu'il était difficile en tant qu'adulte de se faire de nouveaux amis. Oui, tu sais, c'est drôle parce que j'ai aussi commencé plus tôt dans la conversation à parler du fait qu'en tant que mère, je m'inquiète pour mon fils parce qu'il a du mal à se faire des amis et à trouver ses gens, son groupe. Tu sais, j'ai vécu une expérience similaire à 52 ans quand nous avons déménagé, quittant la banlieue de Boston dans le Massachusetts, où nous avions vécu pendant 26 ans, où nous avions élevé nos 2 filles et où notre fils était alors en seconde au lycée. Et tu sais, on ne pense pas au fait que quand on déménage, on a l'impression de simplement recommencer à zéro. Mais on ne réalise pas vraiment que non, on recommence aussi à zéro avec ses amis. Et on se dit qu'on va garder le contact avec ses anciens amis. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'est plus dans le même rythme. C'est vraiment difficile, surtout après la pandémie, de se faire de nouveaux amis. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que la théorie du Let Them m'a aidé à aborder l'amitié adulte d'une manière totalement différente, parce que je me suis rendu compte que j'avais une vision assez immature de ce que c'est une amitié. Et ce n'est pas ta faute ni la mienne si on pense comme ça, mais on voit souvent l'amitié comme quelque chose de très transactionnel. Du genre, si j'appelle Anne, Anne doit me rappeler. Tu vois, si Anne m'invite quelque part, je dois inviter Anne à mon tour. Et on pense aussi que les amis seront toujours là, que si ce n'est plus le cas, alors ce n'est plus une vraie amitié. Mais ce n'est pas comme ça que l'amitié fonctionne. Quand on était enfant,
On passait tout notre temps avec des gens de notre âge. On allait à l'école ensemble, on avait les mêmes vacances d'été, on faisait du sport ensemble, on fêtait nos anniversaires ensemble, on obtenait nos diplômes en même temps. Puis à l'université, on était encore entouré de personnes de notre âge. On suivait les mêmes cours, on vivait ensemble. Les conditions pour créer et entretenir des amitiés étaient donc naturellement réunies. Et puis vient ce que j'appelle la grande dispersion au début de la vingtaine, quand tout le monde quitte l'université et part dans des directions différentes, à des endroits différents. C'est la première fois dans ta vie que tu te réveilles en te demandant « Mais où sont passés tous mes amis ?» Et c'est là que la théorie du « let them » t'apprend qu'il y a 3 éléments essentiels pour créer une amitié. Des recherches menées aux États-Unis sur le sujet ont montré qu'il faut environ 70 heures passées avec quelqu'un pour le considérer comme un ami. À l'université, entre les cours et les activités, tu atteins ces 70 heures en 2 semaines. Mais quand on devient adulte, où trouver 70 heures avec quelqu'un ? Eh bien, la proximité compte. La proximité, c'est les gens qui sont physiquement devant toi, ceux avec qui tu as le plus de chances de passer du temps. C'est pour ça qu'on devient ami avec ses collègues. On les côtoie tous les jours. C'est aussi pour ça que quand tu vis dans une résidence universitaire, les gens de ton couloir deviennent souvent tes amis, parce que tu habites à côté d'eux. C'est pour ça que lorsque tu fais partie d'une équipe ou d'un club, tu deviens ami avec ces gens-là, parce que tu les vois tout le temps. La proximité, ça compte. La deuxième chose importante, c'est le timing. C'est simplement cette question. Sommes-nous dans la même période de vie ? Tu disais que tu as 54 ans. Toi et moi, nous sommes dans la même période de vie, ce qui veut dire que nous avons beaucoup de choses en commun parce que nous traversons les mêmes étapes. Et la dernière chose, c'est l'énergie. Laisse-moi t'expliquer. Beaucoup d'adultes se disent « D'accord, mais si je passe autant de temps avec mes collègues, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mes meilleurs amis ?» Eh bien parce que les gens au travail ont tous des âges différents. Vous n'êtes pas dans la même période de vie. J'ai des personnes qui travaillent avec moi que j'adore, mais elles ont une trentaine d'années, des bébés. Moi, j'ai des enfants de 26, 25 et 24 ans. On fait des choses complètement différentes le week-end. Donc, même si j'aime beaucoup ces personnes de mon entourage et qu'on peut devenir de très bons amis, comme nous ne sommes pas dans la même période de vie, l'amitié atteint naturellement un certain niveau parce qu'on ne vit pas les mêmes choses. L'autre chose, c'est l'énergie. Si tu vis un grand changement dans ta vie, tu passes de célibataire à marié, d'une relation à une rupture, ou encore d'une période où tu bois à une période où tu ne bois plus, l'énergie dans ta vie change complètement. Et donc, si tu as déjà remarqué que tu es la seule amie célibataire et que tu te demandes pourquoi tu ne vois plus tes copines mariées, eh bien, ce n'est pas parce qu'elles ne t'aiment plus. C'est probablement parce que vous ne vivez plus près les unes des autres. Vous êtes dans des périodes de vie différentes. Toi, tu es encore célibataire, elles sont mariées et l'énergie a changé. Vous ne faites plus les mêmes choses. Et donc, si un jour tu sens qu'une amitié s'éloigne, la première chose que je veux que tu te dises, c'est « let them ». Les gens sont faits pour entrer et sortir de ta vie. Let them. Ça ne veut pas dire que votre amitié est terminée. Et avant de les transformer en méchants de l'histoire ou de te blâmer toi-même, pose-toi ces questions. Est-ce qu'on vit encore près l'un de l'autre ou est-ce que l'un de nous a déménagé ? Est-ce qu'on est encore dans la même période de vie ou est-ce que quelque chose a changé ? Est-ce qu'on est toujours intéressé par la même chose ou est-ce que l'un de nous a soudainement changé de centre d'intérêt ? Parce que si par exemple moi je bois beaucoup et que l'autre ne boit plus, forcément ça change quelque chose. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose d'avoir des gens qui entrent et sortent de ta vie. Let them. Et comprends que si tu veux plus d'amitié, et j'espère que c'est le cas, concentre-toi sur la partie « let me ». Laisse-moi être celle qui fait l'effort. Laisse-moi être celle qui se force à sortir de la maison. Laisse-moi être celle qui envoie un message. Envoie juste un texto par jour à une personne. « Hey, je pense fort à toi ». Envoie une photo de la dernière fois où vous étiez ensemble. Tu seras surpris de voir qu'ils te répondent et que le lien commence à se recréer. Les amitiés sont là, il y a des gens qui attendent que tu leur tendes la main, des gens à qui tu manques. Tu as tellement d'amis qui ne sont pas juste sous tes yeux. Et il y a encore plein de personnes que tu peux rencontrer. Je pense même que tes meilleurs amis sont sur la route devant toi. Tu ne les as pas encore rencontrés. Et c'est à toi d'agir. C'est la partie « let me ». Arrête de rester assis à attendre qu'on t'invite et force-toi à sortir, à rencontrer du monde et à rester en lien avec ceux que tu aimes.
Peut-être, Mel Robbins, en conclusion, tu es en train de nous dire qu'au fond, nous devrions prendre nos responsabilités, devenir un peu plus matures, en fait, dans nos vies. Well, look, if you want to be sad and miserable and alone, Tu sais, si tu veux être triste, malheureux, seul et vraiment détruire ton corps à force de boire jusqu'à t'enfoncer dans le sol, tu peux le faire. C'est ta vie. Mais moi, je choisis de croire que tout le monde a envie de s'épanouir. Et je choisis de croire qu'à travers ton attitude et tes actions, avec le temps, pas du jour au lendemain, tu peux reprogrammer ton esprit. Tu peux lentement changer la routine de tes journées. Tu peux commencer à reprioriser tes amis et ta famille. Tu peux apprendre à laisser les gens être qui ils sont et qui ils ne sont pas. Et tu peux apprendre à reprendre ton pouvoir et à te concentrer sur ce que toi, tu peux faire pour créer la vie que tu veux vivre. Parce que tu sais, j'ai passé 54 ans à me battre contre moi-même. Je me rendais la vie tellement plus difficile qu'elle ne devait l'être. Je me laissais complètement submerger et angoisser par des choses qui étaient hors de mon contrôle. En faisant ça, j'ai perdu de vue l'essentiel. Tu as du contrôle et tu as beaucoup de pouvoir si tu le protèges. Et si tu protèges ton temps, tu seras surpris de voir à quel point tu peux te transformer, changer ta vie et créer un effet d'entraînement incroyable autour de toi, sur ta famille, tes relations, sur tout. Oui, et inspirer les autres. Ouais, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré ton livre parce que je vois bien qu'il peut aussi finalement changer ma vie dès aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que tu en as retiré? Quelle est la plus grande leçon que tu en as tirée? Je crois que je suis ce qu'on appelle un parent hélicoptère. J'essaie quand même toujours, c'est un concept d'ailleurs américain, j'essaie toujours d'arranger les choses pour mes enfants. Elles sont étudiantes, il y en a une qui est à Madrid, l'autre à Londres, une autre en Suisse, tu vois. Et donc j'essaye que vraiment tout soit bien pour elles, qu'elles aient tout ce qu'il faut. Et puis en te lisant, je me suis dit, maintenant, je dois aussi let them. Et comme tu l'as dit, c'est très apaisant. Je peux aussi concentrer mon énergie, comme toi, sur mon podcast et sur ce que j'ai à faire pour moi maintenant. Elles aussi, elles doivent vivre leur vie. Elles sont étudiantes, elles vont bien, elles étudient. Alors, let them. And you know what, Anne? Here's the other thing that does. Et tu sais quoi, Anne? Il y a aussi quelque chose d'autre que ça fait inconsciemment dans ce que tu dis. You've done a really good job. Et en tant qu'amie, je vais te le dire, tu as fait du très bon travail. Tu as élevé des jeunes femmes intelligentes, capables d'affronter les hauts et les bas de la vie. Elles savent réfléchir, elles savent prendre des décisions. Oui, elles vont se tromper parfois, mais elles iront bien. Et surtout quand tu let them et que tu prends du recul, moi avec mes filles, c'est un peu mon réflexe. Parce que tu vois, j'ai ce genre de relation où quand elles sont stressées, elles m'appellent. Quand elles sont en panique, je suis leur doudou humain. Mais quand je prends un pas de recul et que je leur dis « Et toi, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire ?» Elles savent toujours. Et je me contente de valider, de dire « Ok, je suis là. Tiens-moi au courant de comment ça se passe. » Et donc, il y a quelque chose de très beau dans ce que tu fais. Tu te dis à toi-même, j'ai fait du bon travail et je sais que je suis là. Et puis, tu fais aussi confiance au fait que si quelque chose allait vraiment mal, elle t'appellerait. Et là, oui, tu serais la bulldozer. Tu vois, j'ai dit à mon fils l'autre jour, dis-moi, est-ce que tu es inquiet à propos du fait que tu te sens triste et seule? Tu penses que ça va s'arranger? Et il y a eu un long silence au téléphone. Puis il m'a dit, je n'aime pas me sentir comme ça, mais je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas mieux. Donc je pense que oui. Et ça m'a suffi pour me dire, ok. Alors je me suis dit, je vais juste le laisser traverser ça pendant quelques jours et je vérifierai tranquillement comment il va. Ouais, c'est tout. C'est tout. Tout est clair. Et j'adore le fait que tu reconnaisses que tu as fait du très bon travail, que tes filles sont formidables et que tu sais que tu seras là si elles ont besoin de toi. D'ailleurs, je vais leur envoyer le podcast pour qu'elles puissent elles aussi apprendre. Elles pourront l'apprendre, cette théorie, mes filles, plus tôt que nous.
Ah bien, tu sais, c'est pour ça que ce livre a explosé, parce que les gens le lisent. Je suis la méchante dans le livre. Bien sûr, à chaque histoire, tu vas te dire « Oh mon Dieu, soit Mel me ressemble, soit elle ressemble exactement à la personne qui me rend folle. » Mais en le lisant, tu ne peux pas t'empêcher de penser « Ma mère a besoin de ça, ma fille a besoin de ça, mon mari a besoin de ça. » Et les gens ne l'ont pas seulement lu pour eux-mêmes, ils n'y trouvent pas seulement la paix et la force, mais ils pensent aussi aux personnes qui les frustrent et qu'ils ont essayé de changer. Et ils se disent « J'en ai fini d'essayer de les changer, Mel Robbins. Vas-y, occupe-toi d'eux. » Ouais, exactement. Mais moi, j'arrête pas de parler du livre depuis 15 jours, ouais, c'est ça, 2 semaines autour de moi. Et peut-être qu'on aimerait bien voir la version française du livre là pour notre public francophone. Oui, eh bien, je pense aussi qu'il est vraiment important de préciser que je l'ai écrit avec ma fille de 26 ans et nous nous sommes disputés sur chaque mot. Elle s'est assurée que tout ce qui serait inclus parlerait à ceux qui ont la vingtaine ou la trentaine. Et moi, j'ai défendu les 40, 50, 60 et 70 ans. Donc, je pense que c'est aussi un livre intergénérationnel. Oui, vraiment, absolument. On espère te voir bientôt en Europe, Mel Robbins. J'adorerais ça. Et je ferai en sorte qu'on passe du temps ensemble quand ce sera le cas. Thank you, Anne. Merci, Anne. Ouais, exactement. J'adore, évidemment. Merci infiniment. Je rappelle en français le titre de ton livre, La théorie Let Them, publié tout juste aux éditions Le Duc, ton éditeur français. Hay House pour la version en anglais. Merci infiniment à toi. À très bientôt. Je suis sûre que ce sera un immense succès auprès du public francophone. Merci beaucoup, Mel. Congratulations on all your success. Et félicitations pour ton succès. Thank you. Welcome. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.